Bonjour Sarah, Bonjour Docteur Alpha. pouvez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous a inspiré à devenir orthophoniste? Donc, je m'appelle Sarah, je suis orthophoniste à Dubaï depuis plus de 7 ans. Je travaille actuellement à Happiness Clinic. Avant ça, j'étais en France où j'ai exercé pendant 2 ans et j'ai été formée en Belgique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir orthophoniste? Alors j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. J'ai toujours aussi aimé le domaine paramédical et au final, j'ai pu allier les 2 avec le métier d'orthophoniste. Vous pouvez nous dire quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus et que vous voyez le plus en consultation? Alors ici à Dubaï, ce que je vois le plus, c'est les retards d'apprentissage ou les troubles des apprentissages, comme la dyslexie, la dyscalculie par exemple. Je vois aussi beaucoup de retards de langage, retards de parole. Donc le retard de langage, c'est quand l'enfant a des difficultés au niveau du développement de son stock de mots, donc tout ce qui est vocabulaire ou alors la formulation de phrases. Et les retards de parole, c'est plus tout ce qui est articulation. Et je vois aussi beaucoup d'enfants avec des troubles du placement lingual, donc c'est ce qu'on appelle la myothérapie. Je travaille beaucoup avec eux dans le cadre des traitements orthodontiques par exemple. Et à quel âge est-ce que les parents doivent s'inquiéter si leur enfant ne parle toujours pas? Alors normalement, l'enfant va commencer à développer son langage très très jeune. Ça commence par le babillage, puis le babillage canonique. On arrive normalement au premier mot entre 12 et 18 mois. Donc si l'enfant ne passe pas par ces étapes-là et qu'on ne voit toujours pas de mots apparaître, on peut déjà commencer à poser des questions à son pédiatre. Et quels sont les signes d'alerte qui doivent évoquer un trouble du langage ou de la parole? Alors si un enfant ne semble pas comprendre déjà, parce que l'enfant comprend très très tôt, là il faut commencer à s'inquiéter. On va notamment vérifier s'il n'y a pas de souci au niveau de l'audition ou d'autres troubles. Au niveau du développement du langage, on s'attend entre 12 et 18 mois à voir apparaître les premiers mots. Donc si ça n'apparaît pas, que ça tarde trop, on peut commencer à s'inquiéter. Vers 2 ans, il faut que l'enfant commence à associer 2 mots ensemble pour faire des petites phrases. Et vers 3 ans, normalement, on va avoir une expansion jusqu'aux 5 ans où le langage va devenir plus complet. Donc à chaque fois qu'on a trop de retard sur une étape, on peut commencer à se poser des petites questions. C'est vrai que c'est très important. Bon, en tant que pédiatre, souvent les parents demandent à quel âge apparaît le premier mot. Mais on dit en effet qu'à 1 an, l'enfant doit dire au moins un mot qui a un sens. Et ensuite, en effet, le plus important, c'est de vérifier l'audition d'abord. Donc, c'est pas toujours facile de faire les tests d'audition chez l'enfant, mais c'est quand même la première étape à faire avant de commencer de l'orthophonie ou une thérapie. Alors nous, avant de voir les enfants, on demande toujours si un test auditif a été fait. Parce que si on évalue un enfant alors que l'audition n'a pas été évaluée, Exactement. on ne va pas travailler correctement. Et quelle est l'importance de vraiment intervenir le plus tôt possible, l'intervention précoce dans ces cas-là? Alors l'intervention précoce, elle est très importante parce qu'avant le langage, on a les prérequis langagiers qui se mettent en place, comme les tours de parole, donc l'enfant qui va attendre son tour, ça c'est environ vers 3 mois. Le fait d'avoir l'attention conjointe, donc de pouvoir être concentrés tous les deux sur la même chose, tout ce qui est mémoire, etc. C'est des choses qui se mettent en place très tôt. Donc au plus on arrive à détecter un retard tôt, au plus on va limiter un retard de langage qui va se développer chez l'enfant. Et aussi, on a la plasticité cérébrale, donc le fait que le cerveau s'adapte à de nouvelles stratégies. Donc on a une plasticité cérébrale qui est vraiment importante. Au plus on est jeune, au plus elle est importante. Au plus on grandit, au plus c'est difficile de compenser. Donc au plus tôt on voit l'enfant, nous en orthophonie, au plus on a de chances que le suivi soit bénéfique. Tout à fait d'accord. Quels sont les outils que vous utilisez en consultation pour détecter s'il y a vraiment un problème de langage ou de parole? Alors on a plusieurs outils possibles. On a notamment des questionnaires qu'on fait remplir aux parents, comme par exemple l'IDE, qui est l'inventaire de développement de l'enfant. On a plusieurs questions. On voit si l'enfant rentre dans les bonnes cases, entre guillemets, ou si son niveau de développement est celui attendu à son âge. On a des tests qui sont qualitatifs, donc des grilles d'observation, comme par exemple pour ce qui est attention, la pragmatique, les tours de parole, etc. Et des tests qui sont dits quantitatifs, où on va évaluer l'enfant, donner une note à ses productions, donc avec des questions qui sont fixées par le test lui-même, et qui sont des tests qui sont étalonnés sur des populations d'enfants du même âge. On va pouvoir se rendre compte si l'enfant rentre dans la norme ou s'il est en retard. Et donc nous, on prend normalement un enfant en charge s'il a plus d'1 an de retard, donc à moins 1,5 écart type ou à moins de P25, ce qui veut dire qu'il serait en dessous de la moyenne de son âge et donc on va devoir nous donner une prise en charge orthophonique. Donc oui, le test va dépendre de l'âge de l'enfant Exactement. et de la suspicion qu'on a ou Donc, de la plainte des parents. On a des tests qui sont spécifiques à chaque âge et on a aussi des tests qui sont spécifiques à certaines pathologies. Donc par exemple, pour les troubles de parole, on va parfois utiliser uniquement des tâches liées à l'articulation. Si c'est un trouble plutôt au niveau de la motricité faciale, on va avoir des tests spécifiques pour la motricité faciale. Quand les enfants sont plus grands, par exemple pour le langage écrit ou pour les mathématiques, on a des tests adaptés à chaque niveau scolaire et à chaque pathologie.
Les patients qui viennent en consultation sont toujours envoyés par un pédiatre ou des fois il y a des parents qui viennent d'eux-mêmes? Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, beaucoup à Dubaï, c'est qu'on a une médecine qui est très spécialisée et des soins qui sont très spécialisés. C'est-à-dire que contrairement en France, par exemple, on ne va pas passer par son médecin, que ce soit le généraliste ou le pédiatre, on peut directement prendre rendez-vous en consultation avec un spécialiste. C'est bien parce que du coup, on gagne du temps, mais c'est pas toujours très bien parce que c'est beaucoup mieux quand on a une vision d'abord globale de l'enfant, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres difficultés. Parce que parfois, ce que nous, on va observer en orthophonie, c'est un peu le sommet de l'iceberg. Il y a parfois d'autres choses à aller évaluer en amont, notamment par exemple l'audition, la vision, etc. Donc il vaut toujours mieux aller voir son médecin, donc son pédiatre avant, vérifier toutes ces choses-là. Comme ça, quand nous, on voit l'enfant en consultation, on est sûr que c'est vraiment d'orthophonie dont il a besoin. Exactement, je suis tout à fait d'accord et je recommande qu'ils prennent un rendez-vous vraiment que pour ce motif-là. Donc pas en même temps qu'une maladie, pas en même temps qu'un vaccin. Comme ça, le pédiatre peut vraiment prendre le temps de se concentrer sur ce problème-là et d'essayer de détecter le problème, puis d'envoyer chez l'orthophoniste. Alors maintenant, on passe aux techniques. Quelles techniques ou quels outils sont utilisés pour améliorer ou traiter les troubles de langage ou de la parole? Alors, pour tous ces troubles du langage, on va utiliser plusieurs techniques. Donc déjà, se mettre en position basse, les yeux dans les yeux, face à l'enfant. On essaie de limiter tout ce qui est bruit environnant. Donc par exemple, on ne va pas parler avec la télé ou la radio allumée. Ça va permettre à l'intelligibilité du langage d'être beaucoup plus claire. On va préférer donc des moments où l'enfant est calme, disposé à discuter avec nous. On peut mettre en place des petits moments de jeu, raconter des histoires, etc. Et ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'articuler bien, lentement, insister sur des mots que l'enfant ne connaît pas. Donc si par exemple je décide d'augmenter le stock lexical de mon enfant, donc pour qu'il ait plus de vocabulaire, je vais pouvoir utiliser par exemple des imagiers, pointer les images avec lui, les répéter, et au plus on va répéter les mêmes mots, au plus il aura de chances de mémoriser les mots. Quand on parle de troubles de parole, donc plutôt les troubles au niveau articulatoire, on va pouvoir utiliser certaines techniques, donc toucher l'enfant par exemple, ou bien montrer l'articulation que nous on a par exemple au niveau des lèvres. Donc par exemple pour le ch, on va venir utiliser le ch comme ceci. Pour le l, on va bien monter pour montrer que la langue doit aller vers le haut, ou ce genre de choses. Alors ça, on l'a remarqué pendant le Covid, quand on mettait tous des masques, on a remarqué qu'il y avait plus de problèmes de troubles de langage et de la parole. Donc c'est vraiment un argument en faveur pour vraiment supporter ou enfin voilà, être sûr que ce que vous dites est vrai. Donc il faut vraiment parler, bien articuler, bien Exactement. montrer les lèvres et ne pas mettre de masque. Exactement, et vraiment être à niveau et face à l'enfant. Alors une dernière question, on va dire, au bout de combien de temps on peut espérer voir un progrès ou une évolution? Alors, ça dépend vraiment des enfants, ça dépend de beaucoup de facteurs d'ailleurs. Quand on a un enfant qui a un simple retard, donc juste un petit écart par rapport à ce qui est attendu à son âge, ça peut aller très très vite selon l'investissement qu'on a de la famille, de ce qui a été mis en place autour, etc. Quand c'est plutôt un trouble, comme par exemple les dysphasies, etc., ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça dépend vraiment déjà du diagnostic qu'on a pour l'enfant et de l'investissement de toutes les personnes qui cohabitent autour de l'enfant. Parfois, vous allez dans les écoles aussi pour essayer d'aider un petit peu. Alors, on peut avoir normalement des suivis dans les écoles. En France, par exemple, c'est pas autorisé. Ce qui est bien quand on va dans les écoles, c'est que ça permet d'alléger, en fait, surtout d'un point de vue Pour les logistique, parents. pour les parents, et puis aussi de pas avoir la fatigue cumulée de l'enfant avec l'école, et ensuite d'avoir ces séances l'après-midi, ce qui serait un peu vu comme une charge supplémentaire par l'enfant. À savoir que nous, en orthophonie, on a des techniques qui sont quand même très ludiques. On utilise beaucoup de jeux de société, etc. Donc, en général, les enfants sont plutôt contents de venir. Mais c'est vrai que quand ça peut être fait sur un temps scolaire, surtout quand c'est des périodes où l'enfant, par exemple, n'a pas classe, comme certains enfants, par exemple, qui sont dispensés des cours d'arabe, ça permet de pouvoir utiliser ce temps-là et le mettre à profit pour l'orthophonie. Quels conseils peut-on donner aux parents pour aider ou soutenir ce progrès, cette évolution à la maison? Alors d'utiliser donc les techniques qu'on a déjà évoquées, donc se placer face à l'enfant, de réduire tout ce qui est distraction sonore, donc éviter de parler quand il y a la télé, éviter d'allumer la radio dans la voiture si on veut discuter ensemble, vraiment essayer d'instaurer des temps d'échange pour toute la famille. Donc on a beaucoup de familles qui ont tendance à manger assez rapidement et puis c'est un peu le rush, hein. J'ai des enfants moi-même, donc c'est vrai que le matin c'est un peu pressé, il faut déjeuner, il faut s'habiller, il faut aller à l'école. Quand on revient du travail, c'est un peu pressé, il faut manger, il faut se doucher et puis il faut aller dormir. Donc vraiment d'essayer d'instaurer des temps où l'enfant est à l'aise, où l'enfant est en mesure de pouvoir échanger sur ce qu'il a fait dans sa journée et de vraiment pouvoir reprendre après lui ce qu'il a dit, lui montrer qu'on a bien compris. Si jamais il y a des petites erreurs, peut-être juste de reformuler derrière lui pour lui donner le bon modèle de langage. Comment est-ce que les enseignants ou les nannies peuvent détecter ou aider ces enfants qui ont des problèmes ou des difficultés, retards de parole ou de langage?
Alors d'abord, je dirais qu'il faudrait être formé à ça. Il faudrait toujours être à l'écoute du développement de l'enfant, se souvenir de quel âge il a, qu'est-ce qu'il est censé faire à cet âge-là. Mmh. Parce que détecter tôt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est permettre un suivi rapidement et éviter que les difficultés se cumulent. Mmh. Ici, on a pas mal d'enfants qui sont détectés assez tardivement parce que on remet souvent les difficultés sur le fait qu'il y a un bilinguisme, on a beaucoup déménagé, on a la nanny qui parle anglais, nous qui parlons français, puis à l'école il y a les deux langues, etc. Je pense qu'il faut toujours essayer de prendre conseil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés. Si jamais on n'est pas sûr, de quand même poser la question aux parents, de pouvoir se dire voilà, j'ai noté que par rapport au groupe de la classe, par exemple pour les enseignants, j'ai remarqué que votre enfant a des difficultés sur tel domaine, parce que informer, c'est permettre aux parents d'aller se renseigner derrière et pouvoir mettre en place un suivi si c'est nécessaire. Pour les nannies, je pense qu'il faut vraiment pouvoir les aiguiller sur quel type d'activité elles peuvent proposer selon l'âge de l'enfant, éviter les écrans par exemple, voilà, tout ce qui est téléphone, etc. on va éviter, mais de pouvoir vraiment les induire à faire des activités ludiques, stimulantes pour les enfants, parce que malheureusement en tant que parent, on n'est pas toujours à la maison pour le faire. Et est-ce que c'est vrai du coup que quand l'enfant baigne dans un milieu où il y a 2-3 langues, qu'il y a risque de retard de langage? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on voit le cerveau de l'enfant comme une boîte ou comme un aquarium, il va pas pouvoir le remplir plus qu'un autre enfant de son âge. Donc on a les capacités mnésiques, donc de la mémoire, qui sont limitées. Donc il va remplir son aquarium avec une seule langue, bah forcément il va avoir beaucoup de mots dans cette langue-là. Mais s'il le remplit avec 2 ou 3 langues, on va avoir 3 eaux différentes, donc on va avoir l'impression qu'il a moins de capacités, sauf qu'une fois que les capacités mnésiques vont augmenter, alors en fait ce retard apparent, qui n'est pas un vrai retard, va se résorber, et donc en fait on se rend compte que ces enfants-là ont au contraire plus de capacités, la flexibilité mentale, etc., qui vont être améliorées. Par contre, on dit que c'est mieux de faire la phrase dans la même langue. Alors, ce qu'on utilise nous comme technique de bilinguisme, on dit soit un parent, une langue, donc par exemple avec papa je parle français, avec maman je parle anglais, soit un moment, une langue, donc avec maman pendant le repas je parle en français, mais pendant le bain je parle en anglais, ou alors un lieu, une langue. Donc à la maison ça va être que français, à l'extérieur ça va être que anglais. Il faut vraiment juste s'attitrer une des techniques et essayer de s'y atteler au maximum pour éviter que l'enfant soit confus. Encore sur les écrans, parce que des fois, enfin c'est pas des fois, c'est tous les jours, on voit vraiment des enfants qui vont manger que devant le téléphone ou la télé, qui vont regarder la télé avant de dormir, regarder la télé le matin au petit déjeuner. Donc vraiment, avant l'âge de 3 ans, il faut vraiment absolument éviter les écrans, surtout si l'enfant présente déjà des troubles du retard ou du langage. Déjà pour la vision, pour tout ce qui est attention aussi, et effectivement le développement langagier. Moi j'ai certains parents qui viennent en me disant mais grâce aux écrans il a appris à compter, il a appris les couleurs, il a appris les noms des animaux. C'est vrai, mais en général ils les apprennent qu'en situation. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup moins facilement généraliser ces connaissances-là au quotidien, donc avec quelque chose de plus spontané, que si on l'apprend nous en jouant avec notre enfant, en étant posé ou en discutant à table. Ça, c'est des choses qu'il va pouvoir garder sur le long terme. Si on arrête de stimuler un enfant avec les nombres, par exemple, s'il a l'habitude de regarder les nombres sur le téléphone, il va avoir parfois même des nombres qui vont sortir à un moment où c'est pas attendu. Et ça, c'est quelque chose qui va casser la situation de communication efficace. Et nous, c'est ce qu'on recherche pas du tout. Quelles recommandations, conseils pouvez-vous donner aux jeunes parents afin de soutenir le développement du langage de leur enfant dès le plus jeune âge? Alors je pense que déjà il faut être conscient que l'enfant perçoit les sons, perçoit la voix de ses parents déjà in utero, donc quand il est encore dans le ventre de sa maman. Il va se spécialiser aussi à sa langue maternelle dès les premiers mois de sa vie. Donc au plus on va parler à notre enfant, on va communiquer en adaptant notre communication avec lui. Donc par exemple le Moseret, c'est le fait de parler doucement. On va insister sur la mélodie de la parole. Donc on ne parle pas à un enfant comme on parle à un adulte, ça va être mon bébé. Donc on va avoir les intonations comme ça qui montent. Ça va aider en fait l'enfant à détecter les mots au sein des phrases. Donc il va créer des coupures entre les mots. Et c'est comme ça que petit à petit il va commencer à comprendre. Et une fois qu'il commence à comprendre, il va pouvoir beaucoup plus facilement produire aussi les mots. Et donc, on peut aussi leur recommander de lire des livres, chanter des comptines. Qui est comptine, ça va aider parce que pareil, on travaille sur la rythmicité du langage. Lire des histoires parce qu'on va répéter les mots, comme on disait tout à l'heure. Au plus on répète, au plus on insiste sur les mots, au plus l'enfant va les mémoriser. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de faire des petits jeux avec les petites onomatopées. Donc avant que l'enfant ait le langage, il peut déjà commencer à produire des petits sons. Et qu'en est-il de l'association de la langue des signes ? Alors, j'utilise beaucoup ma main, je sais quand je parle. Donc, j'utilise par exemple avec ma fille le baby signe. Il y a beaucoup de parents qui ont peur en fait qu'en utilisant les signes, l'enfant ne souhaite pas ensuite utiliser le langage. Parce que c'est vrai que les signes, c'est beaucoup plus spontané que le langage. Ce qu'on fait nous avec le baby signe, c'est qu'on utilise le geste,
en plus soit de l'onomatopée, soit du mot. Pardon, je vais dire mou la vache, mou la vache. Et donc, avant que ma fille soit capable de dire vache, elle va être capable de faire mou, et puis mou, mou. Et donc, en fait, il faut juste se dire que on donne un outil supplémentaire à notre enfant pour se sentir communicant, pour pouvoir interagir avec nous et augmenter justement cette capacité à produire des sons, à produire des mots, et donc l'initier le plus possible à interagir avec nous. Comment est-ce que les enseignants ou les nannies peuvent détecter ou aider ces enfants qui ont des problèmes ou des difficultés, retards de parole ou de langage? Alors d'abord, je dirais qu'il faudrait être formé à ça. Il faudrait toujours être à l'écoute du développement de l'enfant, se souvenir de quel âge il a, qu'est-ce qu'il est censé faire à cet âge-là. Parce que détecter tôt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est permettre un suivi rapidement et éviter que les difficultés se cumulent. Ici, on a pas mal d'enfants qui sont détectés assez tardivement parce que on remet souvent les difficultés sur le fait qu'il y a un bilinguisme, on a beaucoup déménagé, on a la nanny qui parle anglais, nous qui parlons français, puis à l'école il y a les deux langues, etc. Je pense qu'il faut toujours essayer de prendre conseil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés. Si jamais on n'est pas sûr, de quand même poser la question aux parents, de pouvoir se dire voilà, j'ai noté que par rapport au groupe de la classe, par exemple pour les enseignants, j'ai remarqué que votre enfant a des difficultés sur tel domaine, parce que informer, c'est permettre aux parents d'aller se renseigner derrière et pouvoir mettre en place un suivi si c'est nécessaire. Pour les nannies, je pense qu'il faut vraiment pouvoir les aiguiller sur quel type d'activité elles peuvent proposer selon l'âge de l'enfant, éviter les écrans par exemple, voilà, tout ce qui est téléphone, etc. on va éviter, mais de pouvoir vraiment les induire à faire des activités ludiques, stimulantes pour les enfants, parce que malheureusement en tant que parent, on n'est pas toujours à la maison pour le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment Dr. pour Wolf. tous ces conseils, ces Avec recommandations. J'espère que vous avez aimé et à bientôt. À bientôt.